Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, c'est le premier webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire autour d'un sujet qui est important, qui concerne l'activité des infirmières libérales pendant cette période particulière de la pandémie Covid. Alors, on organise cette table ronde virtuelle avec deux invités que je laisserai tout à l'heure se présenter. Et pour l'organisation de cette table ronde, on est deux. Je suis Miguel Jean, directeur de l'espace éthique des Pays de la Loire, et je suis accompagné d'Aurélien Dutier, qui est chargé de mission au sein de cet espace éthique. Et puis tout de suite, je vais donner la parole à nos deux invités, infirmières, qui vont nous accompagner au cours de ce webinaire. Madame Le Guevel, je vous donne la parole. D'accord. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, je suis infirmière, diplômée depuis longtemps. Voilà. J'ai été cadre de santé au CHU de Nantes pendant de nombreuses années et formatrice en IFSI. Et il se trouve que je suis depuis quelques années présidente du Conseil de l'Ordre des infirmières, donc aussi à l'origine du travail sur le code de déontologie. Et je fais partie, donc maintenant, depuis quelques temps, vous m'avez accueilli dans cette consultation d'éthique et j'en suis très satisfaite. Voilà. Merci Françoise. Amandine, un petit mot de présentation, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Amandine Tagnou, moi je suis infirmière depuis une petite dizaine d'années et en libéral surtout depuis 5 ans. Exercice qui a été riche et puis du coup qui a été vraiment intéressant et qui m'a conduit surtout à découvrir le RPL au cours des journées annuelles qui a été organisées sur des groupes de travail. Et puis comme Françoise a assez récemment intégré à la consultation d'éthique clinique, donc c'est très chouette. Et puis là vraiment je suis contente de pouvoir poser des questions et avancer un peu sur les étapes de réflexion de ce qui s'est passé pendant la première partie de ce confinement et de ce Covid. Bon, avant de passer la parole à Aurélien Dutier, je vais vous remercier toutes les deux d'avoir joué le jeu de ce webinaire. C'est une première pour nous, pour vous. Donc, on est dans une belle aventure là. Merci beaucoup en tout cas d'être assises autour de cette table. Aurélien Dutier, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, Aurélien Dutier, philosophe de formation, donc chargé de mission à l'espace éthique. Et puis, effectivement, ça fait partie des missions de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, d'avoir aussi un rôle d'observatoire des pratiques. Et pendant la pandémie, on s'est intéressé et on avait envie d'avoir des données, des informations sur la qualité de vie au travail des professionnels et en particulier des infirmières à domicile. Raison donc pour laquelle on voulait vous présenter les résultats de cette enquête. Et puis, ce qu'on va faire, c'est à la fois présenter les résultats quantitatifs, aussi qualitatifs sur les commentaires, et puis pouvoir aussi amorcer un échange, une discussion sur les différents enjeux, les différentes problématiques qui se sont posées pour ces professionnels-là pendant la première période de confinement. Merci Aurélien. Bon, l'enquête qui a été menée a permis de recueillir des avis. Alors, je veux préciser que le panel n'est pas représentatif forcément de ce que pensent les infirmières libérales de toute la région. C'est un instantané, on va dire, de ce qui a pu se passer au moment de ce confinement. Et on a quand même recueilli 366 réponses, ce qui est finalement assez important. Alors, vous avez là sur l'écran la répartition du genre, plus de femmes que d'hommes, mais on n'est pas très surpris. Les départements Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Mayenne n'ont pas tous répondu de la même façon, mais tout de même, chaque département a permis de recueillir l'avis des infirmières qui y travaillent, plutôt dans des zones rurales, vous le voyez, et puis plutôt une ancienneté importante pour une majorité de ces infirmières dans leur activité. Alors, on a posé des questions autour de 3 grands chapitres. On interrogeait les infirmières sur la façon dont elles considéraient pendant cette période leurs conditions de travail, la façon dont la qualité de la relation de soins avait pu être altérée, modifiée par cette
par cette pandémie. Et puis enfin, dans un troisième chapitre, on les a interrogés sur la façon dont elles percevaient la santé des patients pendant cette période. Alors, les conditions de travail pendant la crise sanitaire, on les interroge à travers les jugements portés par les infirmières. Et puis, première question, et c'est sur le mode interrogatif pour chaque fois, pour chaque diapositive, vous le voyez, c'est sur le mode interrogatif. On leur demandait si le nombre de visites à domicile avait augmenté durant cette période. C'était sur le mode interrogatif et ils répondaient à chaque fois d'accord, pas d'accord. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, la majorité, à 56%, considère que le nombre de visites à domicile n'a pas augmenté durant cette épidémie. Et puis sur le plan qualitatif, je vais laisser la parole à Aurélien pour éclairer un peu notre regard. Alors effectivement, on avait eu plusieurs commentaires sur cette question. Il y a plusieurs causes qui sont avancées dans les commentaires pour expliquer la réduction de l'activité. Pour un certain nombre de professionnels, cette réduction, elle est d'abord liée à la réduction des soins post-opératoires. Certains professionnels mettent en avant le fait qu'il puisse y avoir une peur des patients aussi d'être contaminés. Juste, je cite un commentaire, l'infirmier à domicile était parfois vécu comme un éventuel transmetteur du virus. Certains professionnels ont aussi choisi délibérément de réduire certains soins pour éviter la propagation du virus. D'autres professionnels considéraient aussi que les patients croyaient que les infirmières à domicile étaient débordées, n'osaient pas les appeler. Après, il y a eu beaucoup aussi de commentaires qui ont indiqué que, parallèlement à cette relative baisse de l'activité, le temps de présence des soins et de l'accompagnement a par contre augmenté. Et des professionnels évoquent par exemple des visites qui étaient plus complexes, des imprévus, des demandes de patients plus intenses et des visites aussi pour réassurer. Donc, c'est un autre élément. Ces commentaires-là permettent aussi de rééquilibrer cette donnée sur la baisse relative de l'activité. Merci. Si Françoise ou Amandine, vous voulez faire des commentaires, vous êtes évidemment tout à fait libre de le faire. Moi, ça va dans le sens de ce que j'ai pu vivre sur les pratiques, où certains ont préféré qu'on ne vienne pas par peur qu'on soit vecteur. On a refait des questionnements sur les soins essentiels et les nécessités réelles de parfois certains, est-ce qu'on pouvait trouver des compromis. Et puis, ouais, je pense qu'on a été beaucoup sur de la réassurance. Réexpliquer pourquoi les gestes barrières, les modes de transmission et tout ça. Ouais, c'était autrement plus compliqué de mêler tout ça au suivi habituel. Je crois que ça a énormément mobilisé une adaptation très importante et un pragmatisme que par nature les infirmières présentent. Et c'est vrai que savoir modifier les visites en fonction des situations, ça a été, c'est ce qu'ils ressentaient aussi. Savoir s'organiser, on en reparlera plus tard, mais ça a montré cette grande capacité qu'ont les infirmières. Oui, tout à fait. On va le vérifier dans d'autres réponses apportées dans le questionnaire. Merci beaucoup. L'autre question qu'on avait posée à la suite de celle-ci, c'était « Dans ma pratique quotidienne, j'ai été confronté à des glissements de tâches. » Alors, encore une fois, c'est le mode affirmatif, mais évidemment, on leur posait la question pour les laisser répondre si elles étaient d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation. Et comme vous le voyez, la grande majorité des répondants a dit avoir été confronté à ces glissements de tâches et ils ajoutent que ces glissements de tâches étaient difficiles à supporter à 70%. Donc la grande majorité ne supportait pas bien ces glissements de tâches. Et puis par rapport aux commentaires, c'est l'une des questions où il y a eu le plus de commentaires laissés. Il y a eu plusieurs commentaires sur d'abord par rapport à la dimension des soins, des commentaires qui évoquent les allers-retours à la pharmacie, les appels aux médecins, le renvoi par mail des ordonnances. Un commentaire dit par exemple que beaucoup de médecins nous ont demandé de leur faire des consultations à distance pour leur éviter de se déplacer. Donc des choses qui sont assez, qui pourront être éventuellement aussi réinterrogées. D'autres exemples de commentaires qui abordaient des dimensions d'aide à la personne.
aller chercher le pain, faire les courses, faire chauffer les repas, passer le balai, sortir les poubelles, faire la lessive, aide à la toilette, à l'habillage, réparer l'interphone. On pourrait faire une liste à l'après-vert. Là, je n'ai même pas cité l'ensemble des choses, mais véritablement énormément de demandes et d'aides qui a été posée. Beaucoup de commentaires évoquent le caractère stressant, fatigant, la charge mentale et la longueur des journées par rapport à ce glissement de tâches qui a été évoqué. Et puis d'autres commentaires soulignent l'absence de reconnaissance, de valorisation et de rémunération de ce travail bénévole qui, je cite, nous a coûté de l'argent en carburant et en épuisement de protection. Donc, si les commentaires pointent le caractère nécessaire de ce travail pour assurer une continuité, d'autres s'interrogent sur les limites aussi à trouver dans ce cadre professionnel. La question qu'on avait posée ensuite était de savoir si les répondants avaient éprouvé des difficultés à mettre du sens dans leur travail. Là, les réponses sont plus nuancées. 63% disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils n'ont pas éprouvé de difficultés à mettre du sens dans leur travail, lorsque quand même 34% disent le contraire. Et c'est intéressant cette question parce qu'elle revient assez régulièrement en période de crise comme celle-là, et les réponses étaient assorties beaucoup de commentaires de la même façon. Alors, les commentaires sur cette question étaient plutôt contrastés. Des commentaires mettent en avant la difficulté de la pratique de soins durant cette période, avec parfois le sentiment de mal faire son travail. Il y a eu un certain nombre de commentaires sur cet aspect-là. Certains expriment le sentiment de ne pas avoir pu bien entourer les patients désorientés ou en soins palliatifs. Des commentaires qui, par exemple, en termes de bientraitance, je me suis senti nul, impression de ne rien faire à fond ni comme il faut, difficile de ne pas se décourager. Et puis, certains commentaires abordent le caractère aussi contradictoire des consignes qui étaient imposées durant cette période-là. Certains commentaires abordent la mauvaise reconnaissance des professionnels. J'étais la bonne à tout faire, employé au front. Et puis, à l'inverse, des commentaires soulignent au contraire le sentiment d'utilité éprouvé durant cette période-là. Je me suis senti bien à ma place, soigner, rassurer, aider les plus faibles. Un commentaire souligne la reconnaissance de la population vis-à-vis des soignants durant cette période-là. Là, je cite, « L'IDE d'habitude fait partie du personnel invisible pour laquelle la population a peu de reconnaissance et tout d'un coup, avec le Covid, on nous applaudissait au balcon tous les soirs. » Et puis, pour un professionnel, par exemple, le confinement a permis de mieux connaître aussi les personnes accompagnées et leurs familles, de mieux, je cite, individualiser et cibler l'accompagnement. Donc, des commentaires très contrastés sur cette question du sens au travail. Amandine ou Françoise, si vous voulez réagir. Je note quand même que majoritairement, les gens ont continué à quand même donner du sens et à être satisfaits. Donc, il y a quand même quelque chose d'une satisfaction. Alors, je sais que tout ce qui était… alors, Amandine le sait plus que moi, mais ça a toujours été dans le soin à domicile la difficulté à poser des limites. C'est-à-dire que très souvent, l'usager, il ne va pas comprendre. Il va dire, ça ne vous coûte pas, vous passez devant la pharmacie, ça ne vous coûte pas de passer devant le boulanger, ça ne vous coûte pas d'aller à la poste. Et puis, le ça ne vous coûte pas va s'accumuler et c'est le fait d'être dans l'univers quotidien d'un usager et d'avoir cette relation un peu particulière qui autorise le patient à demander toujours plus, quoi. Mais ça, c'est le problème des soignants, de mettre leurs limites. Moi, ça me fait pas mal écho sur les éléments de bonne moralité où je trouve qu'on s'appuie beaucoup sur la bonne moralité des infirmiers pour leur en faire beaucoup, effectivement. Donc, on se rejoint c'est aux soignants de poser les limites, mais je pense que c'est aussi sur un rôle de guide un peu plus haut, de voir quelle place les soignants infirmiers peuvent avoir qui serait quand même plus intéressante et qui ne serait pas qu'un sens moral, mais qui serait aussi un sens professionnel où on pourrait à la fois se spécialiser, se former et je pense avoir une utilité bien plus importante. Dans la mesure où on est en direct sur YouTube, on peut imaginer que ceux et celles qui nous regardent puissent interagir et soit apporter des commentaires, et ça serait très enrichissant pour nous, soit poser des questions aux deux professionnels qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, on va continuer à dérouler le diaporama qui, vous l'avez remarqué, est illustré de petites images qui sont là pour essayer d'alléger un peu le côté rigide
hein, de ce déroulé de statistiques. Dans les questions qu'on a posées, toujours dans ce chapitre des conditions de travail, on demandait aux professionnels s'ils craignaient de contaminer leurs proches une fois revenus à leur domicile. Et là, de façon extrêmement large, la réponse est oui, ils sont d'accord à 91%. Et une question un peu corollaire, est-ce que vous aviez le sentiment d'une intrusion de votre vie professionnelle dans votre vie privée? De la même façon, la réponse est assez flagrante. Pardon, je suis allé trop vite. Oui. Ils sont largement majoritaires à reconnaître une intrusion de la vie professionnelle dans la vie personnelle. Et puis, quand on regarde les commentaires, mais Aurélien va nous en dire un petit peu plus, ça va jusqu'à générer du stress, hein, de l'angoisse chez les professionnels. Et là, beaucoup de commentaires qui abordent cette peur de la contamination, période anxiogène, période très dure à vivre personnellement, et puis même des commentaires assez durs. Hein. Je rentrais chez moi avec la boule au ventre et les larmes aux yeux. Des commentaires aussi qui décrivent les procédures des professionnels pour éviter cette contamination. Sas de désinfection dans le garage. Quand je rentre, là je cite, le soir je me déshabille dans le garage, direct dans la douche. Personne n'est monté dans ma voiture pendant la durée du confinement. Je me suis isolé pendant 5 semaines. Donc voilà, aussi des éléments assez difficiles, très très contraignants qui émergeaient des différents commentaires. Un professionnel parle de l'impression d'être surveillé par ses proches à son retour au domicile, surtout les enfants grands qui ont bien conscience des événements. Donc, des choses qui peuvent être aussi indures sur l'impact sur la vie privée, la vie de famille. Puis un professionnel aussi qui indique qu'il a été contaminé et qu'il a lui-même contaminé ses proches. Par rapport au ressenti de l'intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée, des commentaires qui détaillent la nature de cette intrusion et beaucoup qui touchent aux répercussions sur la nature des relations avec les proches, en particulier avec les enfants. Quand tes enfants, je cite, ont peur de t'embrasser, ça fait mal. Arrêt des câlins, des baisers aux conjoints, aux enfants. J'ai pas vu ma fille grandir. Et puis d'autres commentaires qui concernent les difficultés à couper, à cloisonner la vie privée et puis la vie professionnelle. Un autre commentaire aussi qui évoque le caractère intrusif parfois des questions des patients. Je cite, les patients me posaient des questions intrusives du genre « Mettez-vous vos enfants à l'école, n'avez-vous pas peur que les petits se contaminent entre eux ?» Sous-entendu, quel risque qu'on me contamine, moi, patient. Donc, aussi une forme d'intrusion dans les questionnements des patients sur le travail, la vie privée des professionnels. Françoise ou Amandine, des remarques, des commentaires? Oh, ça a été très envahissant. Surtout les premiers temps où on était quand même pas mal dans l'incertitude, on ne savait pas trop ni quoi ni comment, quels étaient les équipements de protection qu'on avait à dispo, qu'il fallait qu'on se procure, qu'on pouvait mettre, qu'on pouvait réutiliser, parce qu'on a aussi été en pénurie vraiment. Oh là là, à un moment c'était compliqué. Et effectivement, il y a eu toute une période. Moi, je fais partie de ceux qui avaient mis un sas de déconfinement en place et puis qui finalement après se sont détendus et on a un peu revu les procédures. Mais effectivement, ça a été compliqué de faire la part des choses de qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est au patient, qu'est-ce qui est à lui, dans quelle mesure je suis à même de répondre ou pas. Et ouais, ça a été, puis pour avoir échangé avec pas mal de professionnels qui sont libéraux aussi, ça a été vraiment une grande question. Oui, je confirme que les appels qu'on pouvait avoir, nous, à l'ordre, témoignaient de ça, de gens qui étaient extrêmement impactés par le fait qu'ils devaient faire leur devoir pour eux, enfin, être bien traitants, mais en même temps, quand ils revenaient, ils n'avaient pas de quoi se ressourcer, c'est-à-dire qu'ils mettaient de la distance avec tous les gens qui auraient pu leur apporter un peu de réconfort et qui pouvaient dormir dans leur garage. Il y a eu des témoignages comme ça, de pas rentrer dans la maison, faire une sorte de deuxième maison dans le garage pour ne pas contaminer les proches, quoi. C'était de cet ordre-là. Oui, ça explique en partie le contraste dans les réponses. Enfin, l'absence de contraste, ça a été vécu douloureusement par tous les professionnels, on est d'accord. Autre question qu'on a souhaité poser, de savoir si les professionnels avaient été confrontés à des tensions, soit avec les collègues, soit avec leur hiérarchie. Alors, je sais bien qu'on parlait là d'un professionnel en libéral, mais quand même, pour près de 170 d'entre eux, ils avaient une hiérarchie. Eh bien, grande majorité de la même façon, pas de tension,
ni avec les collègues infirmiers, infirmières, ni avec la hiérarchie. La majorité des commentaires, hein, ça pointe surtout le caractère soudé, solidaire des professionnels. Hein, je cite, on s'est mis en contact très tôt pour partager, s'organiser, surmonter les épreuves ensemble. Nous avions pris des nouvelles les uns des autres. Et les rares commentaires qui abordent les quelques conflits entre collègues pointent surtout le stress, les désaccords sur les mesures de précaution à prendre et des situations aussi de rupture de contrat au sein d'un cabinet. Et puis, il y a eu des commentaires qui ont abordé aussi les relations d'échange et d'entraide entre les professionnels et puis les autres intervenants au domicile. Certains commentaires mettent l'accent sur le fait que déjà, il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres intervenants au domicile. Et puis, s'il y avait parfois des conflits, ça portait essentiellement sur la mauvaise utilisation des masques des autres intervenants. D'autres commentaires aussi qui pointent la mauvaise qualité des interventions, le stress des auxiliaires avait des incidences sur le travail, par exemple. C'était ce qui était cité dans les différents commentaires. Mais de façon très, très massive, les commentaires pointent surtout le caractère soudé et puis le grand moment d'entraide entre professionnels durant cette période-là. Oui. Mais je pense que c'était l'occasion de faire des réajustements, mais comme souvent, on réajuste les niveaux de protection, les niveaux de fonctionnement de chacun. Et puis, certains ont besoin de conflits pour pouvoir communiquer. Et puis, parfois, ça se finit plus ou moins bien. Mais globalement, ouais, ça a été vraiment ça. Comment est-ce qu'on se réajuste et on se remet tous au diapason pour que ça fonctionne? La question suivante était un petit peu compliquée, peut-être à comprendre. Et ça explique en partie le contraste dans les réponses. Mais on sait bien que ces situations de crise peuvent conduire à réaliser des actions que l'on désapprouve. Alors, 67% ne sont pas d'accord. Ils sont seulement, ces professionnels, 28% à considérer qu'ils ont pu réaliser des actions qu'ils désapprouvaient. Et quand on regarde les commentaires, Aurélien va nous l'expliquer, c'est assez contrasté de la même façon. Oui, il y avait en fait, il y a eu des situations très, très hétérogènes dans les différents commentaires sur cette question-là. Et il n'y a pas de récurrence qui se dégage. On avait posé la question aussi pour voir s'il y avait un certain nombre de pratiques, notamment liées éventuellement à des contentions, des restrictions de la liberté. Hein. On attendait ce type de réponse, mais finalement, dans les commentaires, c'était le caractère très, très hétérogène des choses qui ont sorti. Donc, par exemple, dans les commentaires, faire des soins aux patients qui ne respectent pas le confinement. Autre exemple, réaliser des tests PCR douloureux et peu fiables. Autre élément, réaliser une prise de sang dans un garage. Autre élément, devoir faire appel au voisinage ou à la famille pour une toilette, car trop de travail pour assurer. Autre élément, refuser le café habituel pour ne pas enlever son masque. Donc voilà, des éléments de ce type-là, mais finalement pas de situation qui était, en tout cas où on aurait pu pointer une forme de récurrence dans les différentes situations. Je pense qu'il y a une partie de si je désapprouve, je ne fais pas, soyons logiques. Moi, j'en fais partie. Tu parles de contention et à plusieurs reprises, on a au cabinet pas mal de personnes dont les troubles cognitifs sont quand même assez importants. Et je ne compte pas le nombre de fois où on m'a demandé de les enfermer à clé chez eux pour qu'ils sortent pas, parce que de toute façon, ils n'étaient pas en capacité de penser qu'il fallait mettre un masque, etc. Et ça fait partie des choses que je me suis refusée à faire. Considérer qu'un domicile n'est pas une prison et que ce n'est pas possible d'enfermer quelqu'un à double tour. S'il arrive quoi que ce soit, de toute façon, ils n'ont pas les capacités cognitives pour ouvrir. Donc, voilà, je sais qu'il y a pas beaucoup de choses que voilà, où on s'est posé la question de savoir est-ce que ça, s'était pas glissé, et on n'a pas fait. On n'a pas fait. Dans les commentaires qui arrivent sur le chat de YouTube, les professionnels font remarquer qu'ils étaient confrontés dans leur tournée à un respect, disons, très contrasté des règles d'hygiène. Et pour autant, ils continuaient à exercer leur activité. C'est-à-dire qu'ils désapprouvaient probablement le non-respect des règles d'hygiène de leurs patients, mais faisaient quand même le job, ce qui crée un facteur d'angoisse supplémentaire, on comprend aisément. Et puis, ce qui crée des tensions éthiques également importantes entre le devoir, le sentiment de devoir continuer d'assurer les soins, et puis jusqu'où, à quel moment on dit stop quand les conditions d'hygiène, quand le comportement des
des patients au domicile font que leur sécurité des professionnels et des patients est remise en question. Donc là, des dilemmes probablement qui ont été rencontrés par beaucoup de professionnels. Ah oui, je pense que nombreux sont retrouvés en détresse éthique, on pourrait appeler ça comme ça, de pas savoir comment faire et trouver un bon équilibre entre la législation, le code de déontologie, les moralités de chacun, les prises de risque de patients. Ça a été une période difficile. Hein. Ça rejoint un autre commentaire qui vient d'arriver, décrivant chez les professionnels au domicile un sentiment de solitude face aux décisions à prendre. Et c'est exactement ce que… Voilà, ça va faire écho à la prochaine question. Exactement. La question a été posée sur la capacité d'interagir avec d'autres personnes, d'autres acteurs pour pouvoir exercer correctement l'activité professionnelle. Et ça c'est tout à fait juste. Le sentiment de solitude est décrit dans les commentaires, mais est apparu chez un certain nombre de professionnels qui étaient d'accord pour constater ce manque. Ouais, des commentaires qui pointent donc un manque d'interlocuteurs, certains qui pointent le sentiment global d'avoir été seul. Je cite, il fallait se débrouiller seul. J'ai trouvé ça lamentable. Autre citation, sentiment d'être juste informé par la presse comme tout le monde, finalement, alors qu'on mérite alors qu'on était en première ligne. Et puis d'autres identifient précisément les interlocuteurs qui ont fait des faux, les tuteurs, les coordinateurs, les médecins généralistes, la DGS et les conseils de l'ordre aussi. Et puis, à l'inverse, il y a aussi d'autres commentaires qui ciblent non pas l'absence, mais le caractère aussi contradictoire des consignes données par différents interlocuteurs. Je cite, beaucoup trop d'interlocuteurs, ARS, CPAM, ERPS, syndicats, ONI, mairie, conseil général, laboratoire, etc. Un excès d'informations de toutes parts, empêchant la lecture de toutes ces informations, jusqu'à 2 messages par jour, à certains moments avec des renvois à d'autres messages, représentant jusqu'à une 50aine de pages à lire. Donc, voilà, c'est contrasté à la fois des commentaires qui indiquent un manque d'interlocuteurs, mais aussi le caractère des fois contradictoire et les injonctions contradictoires entre différents interlocuteurs. Alors moi, je veux bien compléter parce que effectivement, l'exercice libéral est très souvent seul, donc il y a beaucoup de questions, même très pratiques. Et les interlocuteurs, alors on est pourtant dans une région où plutôt il y a du lien entre les ARS, l'URPS et les ordres, puisqu'on était en réunion toutes les semaines, mais nous-mêmes, on avait, mais ça, je pense que les gens en ont pris conscience, c'est-à-dire au même titre que les informations nationales, nous avions toutes les semaines des informations soit complémentaires, soit contradictoires. Et qu'il était vraiment difficile parce que, je rappelle un peu le contexte, nous étions dans une période où d'autres régions étaient beaucoup plus impactées que nous. Et nous étions, nous, encore un peu épargnés, mais on devait s'inspirer de ce qui marchait bien ailleurs, remodifier les choses. Et je comprends que sur le terrain, ils aient eu l'impression parfois d'avoir ou trop, mais on ne peut pas passer par autre chose que par les mails pour donner les informations. Donc, nous, on a tenu pratiquement toutes les semaines, il y avait des informations du président du 44-85, en l'occurrence, enfin ça, pour ça, je suis sûre. Et du coup, c'est entendable, mais c'était nous-mêmes, on naviguait à vue au même titre que les gens sur le terrain. Amandine, tu es d'accord? Oh oui, sur la partie tout ça, c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer plutôt trop d'informations que pas assez, donc moi ça me ça me va bien de pouvoir lire, laisser maturer, décanter et puis voir ce que j'en comprends, ce que j'en retiens et et ce avec quoi j'arrive à fonctionner. Moi cette question, je l'avais pensée plutôt dans le sens des interlocuteurs, mais usuels de travail. C'est-à-dire que avoir accès à nos interlocuteurs habituels a été encore plus compliqué parce que tout le monde était submergé. Donc, les chefs de secteur des services à la personne, c'était compliqué. Les médecins, c'était compliqué. Faire des consultations. Enfin, moi, ça a été très pratique pour moi, cette question sur les interlocuteurs pour les patients. J'avais été moins dans la partie organisationnelle et ordre et URPS. Ok.
Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. La question était de savoir si les professionnels avaient éprouvé le sentiment d'être correctement protégés pendant cette période. Et là, de façon unanime, tous disent ne pas avoir ce sentiment. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure concernant l'accès aux EPI, notamment pendant cette période. Juste, Voilà. la phrase, elle résume assez bien, mais Oui. À poil. Aurélien va en dire évidemment un peu plus, mais nous étions à poil. Mais c'est terrible ce cri du cœur qui retrace assez bien le sentiment qu'on a pu écouter à droite, à gauche pendant cette période de la part des professionnels. La quasi-totalité des commentaires pointe ce manque de ressources matérielles et particulièrement des masques durant les premiers temps de l'épidémie. Et puis après, des commentaires détaillent aussi l'origine de l'approvisionnement des masques, des dons par des entreprises, des artisans, Oui. des laboratoires, des patients. Hein, je cite, bénévoles couturières, l'artisanat et des âmes bienveillantes nous ont fabriqué des visières, entraide des particuliers, nous donnant des masques chirurgicaux et cousant des masques de tissu à nos patients à risque de comorbidité. Donc voilà, des commentaires aussi qui indiquaient cette solidarité-là. Et puis des commentaires aussi qui pointent le sentiment d'injustice et d'absence de reconnaissance lié à cette insuffisance de protection. Là, je cite par exemple, les médecins ont fait des téléconsultations et pas nous. Les libéraux sont complètement oubliés par rapport aux hospitaliers. Ou un autre commentaire, merci à l'aide entre guillemets non existante de l'État. Nous sommes les oubliés de la France. Aucun remerciement durant cette période-là. Grosse absence d'aide de l'État dans notre exercice. Donc, un sentiment d'injustice aussi lié à cette difficulté d'être correctement protégé durant cette période. Ce qui était une réalité, hein, parce que tout le monde… Alors, ce qu'il faut voir en positif, c'est qu'il y a eu toutes les entreprises ont été d'une solidarité extraordinaire, hein, parce que le karting donnait les charlottes, il y avait de l'agroalimentaire donnait des surblouses, mais il faut être conscient que je comprends, hein, parce que nous-mêmes, moi je suis intervenue une fois en menaçant d'arrêter les soins à domicile des filières Covid, et ça avec l'URPS, en disant si vous ne nous donnez pas des EPI, on va donner des consignes comme quoi tout le monde doit aller à l'hôpital. Alors c'était une menace en l'air, parce qu'on n'aurait jamais fait ça, mais c'était pour dire que les autorités de tutelle ne pouvaient pas donner ce qu'elles n'avaient pas. Et on se retrouvait avec des discours de nos politiques disant bah, dites-leur de mettre des sacs poubelles. Moi, je l'ai entendu. Donc, et ça a été, je comprends que sur le terrain, on se dit mais on vaut quoi si on veut me mettre dans un sac poubelle, quoi. Ça a vraiment montré à la fois la solidarité de toute une population qui a joué le jeu et puis des grands manquements des autorités, quoi. Mais ça, c'est… Voilà, c'est ainsi. Oui. Amandine, comment tu as fait pour travailler sans EPI? Du mieux qu'on a pu. Mais c'est ça, vraiment, grand élan de solidarité et merci à tous ceux qui nous ont aidés parce que l'aide est venue d'endroits vraiment surprenants, que ce soit effectivement sur du gel avec la PMSL ou sur des surblouses, comme avec une autre entreprise qui fait de l'informatique, on avait récupéré des masques. Donc, vraiment très chouette d'avoir tout ça. Mais le même questionnement des engagements des tutelles, ouais, oui, c'est ça. Où sont-ils et à quel moment? Est-ce qu'on nous demande d'aller faire quelque chose important au regard de la situation sanitaire sans effectivement fournir la moindre base, qui fait que j'avais trouvé ça étonnant à la fois sur la protection des soignants et en me disant bah, de toute façon s'ils veulent qu'on vienne, ce serait quand même bien qu'ils essaient qu'on ne tombe pas trop malade. Donc dans tous les cas, ça me paraissait vraiment incohérent, à la fois sur assurer cette continuité et en même temps protéger ceux qui y vont, parce que ceux qui ont le courage d'y aller, c'est quand même bien d'en prendre soin. Alors, sur Internet, sur le chat arrive une phrase qui résume tout ce que vous avez dit toutes les deux et ce qu'on a pu voir ressortir du questionnaire, c'est « au front sans armes ». Et c'est un peu l'idée que vous décrivez, hein, d'aller au front à la bataille sans avoir des armes adaptées. Mais je sais que chez nous, il y a eu pas mal de polémiques à un moment où on s'amusait à dire que, puisque visiblement toutes les problématiques des soignants devaient être résolues par des applaudissements, on se proposait, nous les infirmiers, d'applaudir chaque catégorie sociale qui aurait des problèmes ultérieurs à 20h, en espérant qu'effectivement ce soit idéal et que voilà, on trouve des solutions de la sorte comme ça. On trouvait ça assez marrant. C'est une bonne idée.
La question suivante était intéressante compte tenu de ce qu'on avait entendu sur le sentiment d'isolement décrit par les professionnels. Dans le cadre de votre activité, avez-vous la possibilité de faire appel à un comité d'éthique pour partager vos questionnements, encore une fois? Et ce qui est assez surprenant, et Aurélien y reviendra, c'est près de 65% disent ne pas savoir s'ils avaient cette possibilité. Non pour 34%, seulement 2% disaient oui, on peut faire appel à un comité d'éthique. Alors, il n'y avait pas forcément de commentaires précis sur cette question-là, mais ça fait écho et ça résonne avec d'autres enquêtes qu'on a pu réaliser. Et ce qui est souvent étonnant, c'est le fait que les personnes ne sachent pas. C'est-à-dire que souvent, par rapport au comité d'éthique, on trouve parfois que le fait que les personnes ne savent pas est presque plus, alors, plus questionnant encore le fait qu'il n'existe pas de comité d'éthique. Alors parce qu'il y a peut-être aussi un certain nombre de méconnaissances sur les missions d'un comité d'éthique, mais effectivement, très largement, les professionnels ne savent pas, et même en établissement, on a fait un certain nombre d'enquêtes sur d'autres sujets, c'est vraiment un pourcentage qui est assez récurrent, ça, sur le fait que les professionnels parfois ne savent même pas dans leur propre établissement s'il y a un groupe éthique. Je pense que ça en dit parfois aussi long sur les connaissances ou sur la familiarité, les incompréhensions qu'il peut y avoir sur qu'est-ce que c'est qu'un groupe éthique et qu'est-ce que c'est qu'une démarche éthique. Mais on voit quand même se développer de plus en plus de demandes de constitution de ces groupes au sein des établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Et c'est une réflexion qu'on pourrait entamer avec notamment le Conseil de l'ordre des infirmiers, de savoir si ça pourrait, cette constitution d'un groupe éthique, répondre à une demande des professionnels dont on voit bien qu'ils souffrent parfois de cet isolement dans leur pratique. Qu'en penses-tu, Françoise? Alors moi, je pense qu'effectivement, je rejoins ce qu'Aurélien disait, c'est-à-dire que le mot éthique, même, ça serait intéressant d'y voir ce que les gens y mettent, quoi, sur ce mot-là. Et ils y voient peut-être quelque chose de très savant et tout ça, alors que nous, on le voit au quotidien autour de nos petites vignettes, que c'est beaucoup plus partager des questions et ne pas donner de réponse, mais c'est le propre même de l'activité soignante, c'est de pour qui je le fais, pourquoi je le fais, c'est-à-dire donner du sens et puis s'accrocher à nos valeurs soignantes de bienfaisance, d'équité, enfin, d'autonomie, ça a toute sa place. Et je pense que, alors, Amandine le dira plus que moi, je connais plutôt l'exercice hospitalier, mais à l'hôpital, au CHU de Nantes, alors que le comité existait, il était complètement méconnu sur le terrain. Et pas si, voilà. Donc, je vois bien que un exercice libéral, justement, peut-être que ça donnerait au contraire du partage et ce qui serait valable pour, comme questionnement auprès, je suis sûre qu'on peut le reproduire sur d'autres situations, c'est-à-dire c'est très souvent du prendre soin auprès de personnes dépendantes et est-ce que je respecte l'autonomie, enfin tous les grands concepts sont à questionner dans le soin à domicile, justement, sur l'autonomie, sur le respect. Donc, je pense que ça aurait toute sa place. Moi, je pense que l'exercice libéral aurait besoin de ça. Oui, et ça permettrait de rompre un peu tous ces aspects solitude dont nombreux soignants parlent. C'est Oui. que l'intérêt de ces questionnements, c'est aussi de prendre le temps de se poser des questions et d'écouter ce que dit son voisin et quel est l'avis du voisin et pourquoi il est différent. Et c'est vraiment, moi j'apprécie ça, c'est des moments d'enrichissement. Où effectivement, on n'est pas là pour apporter la bonne réponse parce que c'est même pas sûr qu'elle existe, mais par contre, on arrive à faire tous un chemin qui nous amène vers quelque chose de plus serein et de plus simple. La démarche éthique, elle se construit sur la collégialité, ça c'est tout à fait réel. Mais c'est probablement, peut-être, enfin, certainement même le point de difficulté qu'on pourrait rencontrer, mais on peut trouver des parades, avec un fonctionnement un peu solitaire en libéral, qui pourrait apparemment constituer un obstacle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai obstacle à constituer des groupes de réflexion, parce qu'on peut très bien imaginer, et c'est à construire avec le Conseil de l'ordre, ou même d'autres partenaires qui pourraient être intéressés, cette structure. On aura l'occasion de retravailler cette question, j'en suis convaincu.
Alors, pour résumer, on a fait avec Aurélien une diapo qui vient clore ce chapitre, ce premier chapitre sur les conditions de travail. On peut quand même remarquer, si on veut faire une petite synthèse de ce que nous disent les professionnels, c'est qu'ils ont mal vécu les glissements de tâches qu'ils se sont imposés à leur pratique et qu'ils ont très mal vécu cette période où la vie professionnelle s'invitait quand même très largement dans la vie personnelle, avec ce sentiment d'isolement sur lequel on vient d'insister. Puis à l'inverse, ils n'ont pas éprouvé, les professionnels, pendant cette période de difficulté à mettre du sens dans leur travail, et ça de façon assez majoritaire. Pas plus qu'ils n'ont été confrontés à des tensions, ni avec leurs collègues, ni avec leur hiérarchie. Et puis, s'ils ont tous ce sentiment de ne pas avoir été correctement protégés, ils n'ont pas, à leur grande majorité, réalisé d'actions qu'ils désapprouvaient. Est-ce que vous voulez commenter ce petit résumé qu'on vient de faire de ce premier chapitre ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour des commentaires possibles? Moi, je trouve que c'est très satisfaisant, même s'il y a des difficultés, de voir que le sens même du soin et du prendre soin, enfin de ce qu'on appelle le care maintenant, je pense que cette pandémie, du moins la première vague, hein, parce que notre questionnaire ne concerne que cette étape-là, donc on ne peut pas, a montré toute cette importance, quoi, et que c'est ça qui nous soude et qui nous unit et qui donne du sens à notre pratique. Et je trouve que ça fait du bien aussi de voir que les gens continuaient à donner du sens à ce qu'ils faisaient et au prendre soin. On est d'accord. Bon, le deuxième chapitre, c'était sur la qualité de la relation soignant-soigné pendant cette crise sanitaire. Et pareil, on interrogeait les professionnels sur leur jugement vis-à-vis de cette thématique. Première question posée, est-ce que les mesures sanitaires ont détérioré la qualité de cette relation pendant l'épidémie? Là, les résultats sont assez contrastés, 51% versus 44%. Alors, ça mérite des explications qu'on va essayer d'envisager ensemble avec Aurélien. Alors, quelques commentaires évoquent d'abord les difficultés de communication qui étaient liées au port du masque, notamment avec les personnes âgées, les personnes malentendantes. Des commentaires évoquent une relation aussi plus distante, moins relationnelle, parfois délétère pour les personnes âgées qui avaient besoin de contact. Alors, un commentaire parmi d'autres, terminer le petit café pris avec les patients. Puis certains évoquent aussi des patients impatients et virulents. Pour un professionnel, je me suis senti plus tendu, stressé, et cela aussi a joué sur ma capacité d'empathie. Et puis, des commentaires évoquent au contraire plus de considération et de reconnaissance chez les patients à l'égard des professionnels. Pour un professionnel, cette crise a été source d'échanges avec nos patients qui ont fait preuve de plus d'empathie. Pour un professionnel également, cela a permis un accompagnement plus personnalisé et a permis de faire mieux, qu'on puisse mieux connaître aussi le cercle familial. Et puis un autre commentaire aborde le fait que les patients se sont aussi davantage confiés, peut-être par manque de visite avec les familles. Et puis pour un dernier professionnel, le port de la blouse a aussi instauré une nouvelle relation plus professionnelle. Donc effectivement, il y a eu les commentaires montrent qu'il y a eu beaucoup de contrastes dans l'analyse et l'évaluation de la qualité de cette relation de soins. Et je pense que comme toutes les situations de crise, ça a exacerbé ce qui existait. Donc, sur des situations où on va avoir des difficultés de relationnel, ben, on va exacerber les difficultés de relation. Et puis, dans les situations où on a des possibilités de communiquer, d'avancer, de trouver des solutions, et ben voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est très mitigé, c'est que comme c'est très variable en fonction de quel est le soignant qui était là ce jour-là, quelle difficulté il a rencontré, que les autres soignants ont pu déjà régler d'autres problématiques les jours qui précèdent. Du coup, on se retrouve effectivement… Ça me surprend pas que ce soit très mitigé. Ouais. La question sur le port obligatoire du masque, pareil, a dégradé la relation de soins pendant l'épidémie sur le mode interrogatif, très contrasté, quasiment à peu près les mêmes réponses des deux côtés.
Oui, en fait, c'est parce que des commentaires, il y en a une vingtaine, qui indiquent que le port du masque a généré des difficultés de compréhension et de relation, notamment pour les patients âgés ou les patients malentendants. Et puis, pour d'autres commentaires, au contraire, le port du masque a rassuré les patients. Alors, les commentaires négatifs, c'est aussi sur la lecture de l'expression du visage et la reconnaissance de l'expression du visage. Qui a pu à un moment donné entamer cette relation de proximité. Mais effectivement, l'autre aspect important, c'est que ça a permis de rassurer, et c'est ce qui conditionnait aussi que certains patients acceptent l'intervention à domicile. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de réponses contrastées sur cette question. Il y avait pas mal de contrastes aussi sur ça, moi, en fonction des états cognitifs des gens. Et toujours la même problématique, quand on avait certains patients qui n'avaient pas bien encore saisi cette histoire de Covid et qui nous voyaient masqués tous les jours, ils ne comprenaient pas du tout le sens de ce qui se passait. Et l'autre grand pan qui m'a gênée, moi, c'est sur la prise en charge des patients qui ont des troubles psy, qui ont déjà quand même tendance à être compliqués, interprétatifs, etc. C'est bien d'avoir des éléments non verbaux pour évaluer un peu s'ils sont délirants ou pas. Et ça, compliqué avec les histoires de port de masque. Surtout que le questionnaire, il y a quand même une grande partie des gens qui étaient en zone rurale. Donc, je pense que la plupart des soins étaient plutôt destinés à des personnes d'un certain âge pour qui le visage et le sourire sont un langage et le toucher. Et là aussi, on voit bien ne pas pouvoir… ça passe beaucoup par ça et ça a dû être très frustrant pour certains patients de ne plus avoir le sourire de leur infirmière. Souvent, ils en parlent, quoi. Bon, il y en a certaines qui ne sont pas souriantes, mais la plupart… Tous les professionnels à domicile sont souriants, Madame Le Guen. Bah oui. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est quasiment une réponse qui frôle les 100%. J'ai contribué à informer les patientes sur l'épidémie et sur les mesures sanitaires. Donc, il y a une quasi totale unanimité en faveur de cette réponse. Et puis, les commentaires indiquent que l'information était au cœur des missions des professionnels, mais à la fois pour les patients, mais aussi pour les familles, aidants et auxiliaires de vie peu formés, je cite. Donc, ce travail d'information, beaucoup de commentaires ont pu montrer que ça a pu aussi, par ailleurs, générer parfois de la lassitude. Je cite, répéter les infos en boucle, 15 à 20 fois par jour au début, activité épuisante, chronophage et fatigante. Donc, voilà, il y avait cet aspect-là aussi que l'information a pu, à un moment donné, générer de la fatigue pour les professionnels. Des commentaires indiquent aussi, pointent la mauvaise qualité des informations délivrées par les médias et parfois leur effet délétère sur les patients. Le caractère contradictoire, anxiogène, incohérent, inadapté, trop abondant apparaît vraiment très fréquemment dans les commentaires. D'autres insistent aussi sur l'importance des professionnels pour revenir sur ces informations qui étaient ni claires ni fiables. Je cite, beaucoup trop d'informations et d'interlocuteurs étaient présents dans les médias avec un discours peu adapté au grand public. Et puis, des commentaires parlent aussi du rôle d'apaisement des professionnels, leur travail de réassurance et d'écoute active pour faire face à ces angoisses générées par des informations de bonne qualité générées par les médias. Alors moi, je veux bien compléter pour dire que c'est dans nos missions, l'éducation à la santé, la pédagogie et la prévention. Mais là, ça a dû atteindre un certain stade que c'était très chronophage et pas reconnu par les tutelles. C'est-à-dire que c'est de l'action gratuite. Les infirmières, toute la journée, devaient expliquer, former, éduquer, et ça sans que ça soit tracé, parce que ce qui est tracé, c'est l'acte à domicile. Et la relation à l'autre, elle n'est pas cotée, hein, elle est bénévole. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on s'est retrouvés à devoir, en plus de nos activités, rajouter ça et rajouter cette partie éducation là où on ne l'avait pas forcément anticipé parce qu'en fait, quand on allait voir un monsieur, ça concernait monsieur, madame, les enfants, les voisins, la famille, l'auxiliaire de vie. Et on s'est retrouvés débordés des angoisses de tout le monde et des questionnements de chacun à essayer de, déjà, pour certaines, gérer les propres nôtres et se dire, bon, alors comment je lui réponds? De quoi elle a besoin? C'est quoi la question? Quelle est la question sous-jacente? Est-ce qu'elle n'a pas compris ou est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Et en fait, effectivement,
ça a été source de grande fatigue et d'agacement parce que ce temps qu'on a pris pour tous est un temps qui n'existe pas et qui n'est ni reconnu, ni formé, ni compté dans l'importance que ça a eu sur la gestion de la crise et sur ce qu'on a pu apporter à tous ces gens qu'on a rassurés et qu'on a aidés à comprendre. Oui, et puis vous passiez parfois du temps à détricoter ce qui avait été entendu dans les médias, qui faisaient leur chou gras de cette information très anxiogène. Quand ils en faisaient au moins des choses intéressantes, il y a un moment, je me souviens, il y a un truc qui a tourné où il fallait boire de l'eau chaude, je ne sais plus quoi, et du thé de n'importe quoi, parce que ça tuait les germes et tout ça. Et des fois, on se retrouvait dans des situations ubuesques et c'est compliqué de démonter quelque chose qui est déjà à 15 000 lieues de ce qui vous paraît possible. Voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et encore beaucoup de dons de soi qui n'est pas reconnu. Mais qui était pourtant essentiel dans la vie des patients que vous aviez, vous vous occupiez. Ça, c'est très important. Donc, on avait raison de vous applaudir. Question importante. J'ai rencontré plus de difficultés pour respecter la confidentialité des informations et le secret professionnel. Près de 80% des répondants ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas eu de difficulté pour respecter ni la confidentialité ni le secret professionnel, mais tout de même, 16% d'entre eux disent avoir rencontré ces difficultés. Et puis effectivement, les commentaires évoquent en fait les tenues spéciales des professionnels à l'entrée du domicile des patients qui pouvaient parfois constituer une vraie entorse à la notion de confidentialité. Je cite, arriver habillé en EPI chez un patient, ça ne passe pas inaperçu. Évidemment, on a eu beaucoup d'autres retours indépendamment du questionnaire sur cet aspect-là et sur du coup le regard, les rumeurs, ce que ça pouvait générer chez les voisins, le fait que de cette entrée si particulière au domicile, ça effectivement, il y a eu des soucis sur cette question de la confidentialité et du secret. Alors, on avait évoqué tout à l'heure les tensions qu'auraient pu connaître les professionnels vis-à-vis de leurs collègues ou de leur hiérarchie. Là, la question concernait les tensions avec les patients et les familles. La réponse est unanime. Pas beaucoup de tensions, ni avec les uns, ni avec les autres. Même si, et ça, on l'a entendu, le temps passé au domicile n'était pas forcément du temps consacré exclusivement au patient, mais bien à sa famille, notamment en termes d'information. Alors, il y a eu quelques commentaires qui détaillaient les raisons des conflits avec les patients, et la plupart du temps, c'était des conflits générés par le refus des patients d'adopter les protections nécessaires, donc le port du masque, les gestes barrières, etc. Quelques commentaires aussi qui soulignaient les relations avec les familles. Lorsqu'il y avait des conflits, ça portait surtout, encore une fois, sur le non-respect de ces gestes barrières, et puis parfois l'interdit des visites aussi pouvait générer un certain nombre de conflits. Certains commentaires parlent du désengagement de certaines familles dans le soin et l'accompagnement, et puis surtout voilà, des familles qui ne voulaient plus participer à la prise en charge de leurs proches. Donc, les commentaires indiquent surtout ces aspects-là. Et puis, il y avait des commentaires qui parlaient aussi parfois des tensions entre patients et familles, avec, pour certains, le sentiment d'infantilisation des personnes âgées qui recevaient des consignes très strictes de la part de leur enfant. Et puis, un commentaire parle des difficultés d'organisation aussi des familles suite à l'absence d'aide au domicile. Donc, voilà pour les commentaires qui parlaient de ces tensions. Un commentaire sur Internet nous dit qu'on demandait aux professionnels, aux infirmières, de ne pas se déguiser en cosmonaute avant de rentrer dans le domicile, a fortiori si le domicile en question était situé au milieu d'immeubles. Dans certaines situations, j'ai eu le sentiment d'être maltraitante avec les patients. Les professionnels ne sont pas d'accord du tout, ils n'ont pas eu ce sentiment. 22% tout de même disent avoir eu des difficultés de cet ordre-là. Alors, il y a quelques commentaires, 3 pour être précis, qui pointent l'incidence de l'absence de contact, dont on a échangé tout à l'heure, et du raccourcissement aussi du temps des visites sur la relation de soins. Je cite, pas facile quand le cœur de notre métier, c'est la proximité physique avec les patients.
Et puis des commentaires aussi qui abordent l'interdiction des visites des personnes âgées isolées, qui peut participer à cet aspect-là. Je cite, expliquer à des gens qui n'ont pas le droit de voir leurs proches quand c'est leur seule raison de vivre. Et puis des commentaires qui exposent aussi des situations très spécifiques, des situations cliniques très spécifiques. Là, je cite, imposer à un patient un sevrage tabagique du jour au lendemain, au début de confinement, prescrit par le psychiatre, car le patient ne pouvait pas se déplacer à 30 km pour retirer de l'argent en espèces à la poste et acheter des cigarettes. Le tuteur ne répondant ni aux mails ni aux appels, alors que ce patient n'avait pas du tout prévu d'arrêter de fumer. Donc, une situation là, singulière, des commentaires, mais qui montrent que voilà, cette situation pouvait aussi générer parfois des situations de maltraitance du fait de l'organisation des soins, du fait des règles de confinement qui s'imposaient à ce moment-là. Ouais, je pense que là, du coup, on est sur de la maltraitance que tout le monde a subie, sur les interdictions, sur les limitations de déplacement, sur les interdictions de sortir pour un autre motif que les motifs impérieux, avec la majoration pour tous les gens qui sont vulnérables et qui sont dépendants de quelqu'un, d'avoir en plus pas eu la présence de ces tiers qui d'habitude permettent d'avoir accès à tout ça. Et effectivement, ouais, moi, je trouve que ça a été très maltraitant à un niveau bien autre que juste celui de nos soins. Ouais, ça a été compliqué. Donc pareil, une diapo de résumé de ce deuxième chapitre sur la qualité de la relation soignant-soigné. 97% des professionnels qui ont répondu à cette enquête disent avoir contribué à l'information des patients. On pourrait rajouter et de leur famille sur l'épidémie. Par contre, et ça c'est tout à fait intéressant, important, ils n'ont pas rencontré de difficultés pour respecter la confidentialité et le secret professionnel. Pas de tension ni avec les patients ni avec les familles, et plutôt de façon majoritaire, pas le sentiment d'avoir été maltraitant, avec les réserves qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et puis, troisième et dernier chapitre de cette enquête au sujet des professionnels qui interviennent à domicile, sur la santé des patients. Est-ce que selon vous, et on a distingué la question de l'état de santé entre état de santé physique et état de santé psychique, mais là, c'est tout à fait clair. Pour les professionnels du domicile, le confinement a aggravé l'état de santé et physique et psychique des patients dont ils s'occupent. Donc effectivement, beaucoup de commentaires qui ciblent, alors déjà par rapport à l'altération de la santé physique, des commentaires qui ciblent l'absence d'activité physique, le manque d'exercice physique, de mobilité des patients comme facteur d'altération de la santé. Certains ont constaté une perte musculaire et une perte globale de l'autonomie des patients. Pour un professionnel, cette situation était prévisible et difficile à éviter car nous étions les seuls à passer au domicile. Il n'était pas possible de prendre le temps de les faire marcher. État très frustrant, impression de mal faire son travail. Citation. D'autres commentaires pointent l'absence des interventions au domicile. Alors, ça peut être soins pédicure, ophtalmo, dermato, kiné, etc. Dans ce processus d'aggravation physique. Des commentaires précisent aussi que cette absence d'intervention a aussi impacté l'hygiène corporelle de certains patients. Et puis, des commentaires identifient une aggravation de la santé physique sur des populations spécifiques, notamment des patients qui avaient été suivis en addictologie, qui avaient un certain nombre de pathologies chroniques, en cancérologie notamment. Et puis un commentaire aborde la question aussi de l'aggravation de la santé des professionnels elles-mêmes. Le confinement a aussi aggravé notre état physique, la fatigue et la lassitude. Et puis concernant l'état de santé psychique des patients, beaucoup de commentaires ciblent l'augmentation de l'anxiété, des angoisses. Pour un professionnel, le confinement était pour les patients âgés un rappel à la guerre, entre autres. Des commentaires aussi évoquent des troubles psychiques, dépression, syndrome de glissement, décompensation anxieuse, entre autres. Un commentaire pointe aussi les difficultés de se mettre en lien avec les services de psychiatrie pendant le confinement. Certains commentaires pointent la responsabilité des médias dans cette souffrance psychique, clairement. Je cite, certains patients regardaient les informations 24/24, très angoissés, surtout les patients ayant déjà des troubles psy. Des commentaires ciblent aussi le sentiment d'isolement, la solitude sociale de certaines personnes. Je cite, certains de nos patients ont été tellement isolés qu'ils en ont perdu pied. Le ressenti des patients
c'est qu'ils n'avaient plus de professionnels pour répondre à leurs questions. Nous étions les seules visibles pour certains patients. Et puis, des commentaires ciblent l'isolement spécifiquement lors de la fin de vie. Certains patients sont décédés dans l'isolement le plus total et un autre cible l'isolement des résidents en EHPAD qui se sont sentis emprisonnés, privés de leurs droits, et les soignants ont été des gardiens de prison. Donc voilà, il y a eu des choses assez dures dans les commentaires et effectivement qui montrent surtout l'impact psychique sur les personnes vulnérables et surtout les personnes isolées du reste de la société. Vous voulez réagir, Amandine ou Françoise? Moi, quand j'ai lu là, les résultats, ça m'a fait penser à l'article dans le 1 cette semaine, enfin la semaine dernière, il y avait un article de Serge Effez et qui parle tout à fait de cet impact psychique qui, à mon avis, est très important, surtout chez les gens soignés à domicile, parce que c'était pour prendre soin d'un certain côté, on avait mis des mesures très restrictives, mais qui ont eu un tel impact sur leur isolement, leur souffrance, leur détresse, que c'est à questionner, quoi. On ne sait même plus, enfin je suppose, moi je n'étais pas sur le terrain, mais c'était les retours qu'on en avait, c'est donner du sens, mais comment on va pouvoir, dans ce contexte-là, le physique, ça l'était sûrement, mais je pense que l'impact psychique, 92,5, je pense que c'est ce que tout le monde constate, quoi. Quand je lis ça, là, surtout sur la fin de vie, il y en a une situation qu'on a vécue là, sur la période de mars-avril. Je pense qu'à part catastrophique, ça va être très compliqué de dire autre chose que ça. En termes de moyens, en termes de communication, en termes de possibilités de place. Et puis après, une fois qu'il y a eu une place à l'USP, ils ont fait bien ce qu'ils pouvaient. Mais dans tous les cas, la famille qui pouvait être plus ou moins là, les difficultés à faire rentrer plus de gens que le nombre autorisé, parce que comment fait-on pour dire au revoir à sa mère de 47 ans et des patates si on n'a pas le droit d'être plus d'un ou plus de deux ou qu'il faut qu'elle soit arrivée. Ça a été une horreur, vraiment. Ces pauvres gens qui vont rester avec ça, avec cette fin de vie qu'ils ont vécue, avec cette mère qu'ils n'ont pas pu enterrer pendant un sacré paquet de temps. Du coup, c'est pareil pour faire une cérémonie d'obsèques. Ça a été une globalité. Et donc, si on prend de base, on a juste une souffrance de fin de vie qui a été déjà compliquée. Mais tous les survivants sont traumatisés de ce qui s'est passé. Donc là, juste typiquement, l'état psychique et le délabrement psychique que ça a provoqué chez tous les descendants directs, certains ascendants aussi, et alors les familles autour. Alors là, typiquement, vous voyez, il y a une situation à la base, une situation de fin de vie, et je pense qu'il y a un sacré paquet de monde qui va s'en souvenir longtemps de celle-là. Pas, malheureusement, vraiment pas pour les bonnes raisons. Ça fait écho à tout ce qu'on a pu voir, entendre dans les établissements médico-sociaux, dans les établissements comme les EHPAD, où cet isolement a conduit à des situations mais catastrophiques, est le mot qui me semble le plus adapté. Tant on a piétiné toute la part d'humanité qui doit s'inviter dans le soin. Ah ouais. On a massacré les valeurs sur lesquelles s'est fondé le soin et qui sont portées par les professionnels. On a mis en situation de renoncer à ces valeurs. Et ça, je pense que les stigmates vont persister quand même très longtemps. Chez les intéressés, évidemment, dans les familles, et tu le dis très bien, mais j'en suis convaincu aussi chez les professionnels. Ah oui. Alors, dans la question suivante, on a, pareil, des réponses assez contrastées. On demandait aux professionnels s'ils avaient été confrontés à un nombre plus important de refus de soins. Et là, ça mérite un petit peu d'éclaircissement quant aux réponses. Les commentaires parlent de la peur des patients d'être contaminés, c'est présent dans beaucoup de commentaires. Et puis, cette peur a poussé certains patients du coup, à réaliser un certain nombre de soins seuls. Peur de la contamination qui a pu aussi générer des demandes atypiques, prise de sang dans des garages pour ne pas contaminer la maison, des choses de ce type-là. Un commentaire indique aussi que cette peur ou cette incompréhension pouvait être dépassée avec beaucoup de diplomatie. Puis certains professionnels indiquent aussi qu'ils n'étaient pas confrontés à des refus, mais qu'au contraire, ils ont été confrontés à des appels plus importants
les personnes âgées notamment attendant notre visite avec impatience. Les patients étaient rassurés de nous voir. Notre temps d'échange a été plus important. Les patients étaient angoissés. Ils avaient besoin de parler et d'être écoutés à ce moment-là. Donc, voilà, c'est effectivement contrasté entre des refus qui ont pu parfois engendrer des problèmes d'altération assez importantes, de refus de prise en charge lors de situations de pathologie chronique. Mais en même temps, il y avait aussi ce grand besoin pour les patients de recevoir ces visites qui, du coup, a peut-être beaucoup contrasté ces refus de soins. Oui, effectivement, je pense qu'avec toute la diplomatie dont chacun a fait preuve et du temps qu'on a mis pour réexpliquer les choses importantes, voilà. Et je pense aussi tout le temps que les soignants ont passé à effectivement prendre en considération ce que les gens disaient et puis remettre dans la balance les choses importantes et refaire de l'information. Voilà, on fait ça comme suivi parce qu'il y a ça comme risque. Après, effectivement, vous faites comme vous voulez, mais peut-être qu'il faut y réfléchir une fois. Oui. La question, elle peut paraître évidente, mais on l'a posée quand même. Les patients, patientes, vivaient-ils mal le confinement, notamment cette privation de liberté? Sans grande surprise, la réponse est très majoritairement oui, avec les commentaires qui sont à nuancer selon qu'il s'agit, parce que le mode d'exercice pouvait être aussi bien à domicile qu'en établissement, à nuancer en fonction de l'endroit où travaillaient les répondants, mais tout de même. Beaucoup de commentaires mettent l'accent sur l'isolement des patients. Pour un commentaire, ce n'est pas la privation de liberté, mais la nullité des visites qu'ils ont mal vécues. Les personnes âgées acceptaient le confinement, mais souffraient de solitude et d'isolement. Ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Et puis aussi, un commentaire, un professionnel qui parle du sentiment ressenti par certains patients d'être infantilisés. On leur a imposé l'obligation de rester chez soi sans même pouvoir marcher à l'extérieur ou chez eux. Donc, c'est aussi des aspects qui ont redoublé, renforcé ce sentiment d'isolement et de solitude. Sur la partie, je lis ça là, sur la personne handicapée, nous on l'avait pendant plus d'un mois, effectivement, mais ça va rejoindre ce que j'ai déjà dit sur les vulnérabilités qui ont été juste majorées. Ça me fait écho sur certaines personnes en situation de handicap où certaines auxiliaires de vie ont eu trop peur de venir travailler parce que trop peur de l'attraper ou de le donner, ou enfin bref, ne se sont pas présentées. Et effectivement, on s'est retrouvé dans des situations où certaines personnes en situation de handicap n'ont pas été ni levées ni habillées. Il n'y a personne qui est venu leur donner à manger. Et puis, quand elles appelaient en début d'après-midi pour dire bon, bah, ça fait quand même 5 heures de retard, qu'est-ce qui se passe? Ils essayaient tant bien que mal d'envoyer du monde, mais on s'est retrouvé dans des situations. Outre la privation de liberté, là, on n'est même pas sur répondre aux besoins primaires, quoi. Oui. Ça en fait écho avec ce que tu viens de dire. Est-ce que le confinement a pénalisé le suivi médical individuel des patients? De façon pas très surprenante, les professionnels répondent oui, ils sont d'accord. Le suivi médical a été largement pénalisé, à la fois parce que des consultations n'ont pas pu toutes être réalisées du côté des médecins, de la médecine, mais aussi du côté des patients qui ne voulaient pas s'exposer au risque. Donc les deux étaient impliqués dans cette situation. C'est ça, hein, le manque de consultations spécialisées, pénurie de spécialistes sont mis en avant dans les commentaires. Un commentaire, hein, les médecins sont restés dans leur cabinet, il n'y avait aucune visite à domicile, même pour les patients qui ne pouvaient pas se déplacer. Et puis de fait, des commentaires qui abordent le rôle d'intermédiaire des professionnels entre les patients et les médecins. Nous étions les yeux des médecins, photos, appels téléphoniques, transmission des ordonnances médicales. Et cette dimension constitue pour un professionnel un possible changement aussi dans les pratiques et la reconnaissance du travail des professionnels. Je cite, peut-être enfin donner plus de liberté à la compétence de l'infirmière pour effectuer des premières consultations avancées et permettre d'orienter plus rapidement les patients. Ce qui se fait de plus en plus sans rémunération. Donc, voilà, des commentaires aussi qui soulignent que cette situation particulière d'être en première ligne et d'être les yeux des médecins peuvent peut-être faire changer la place et les lignes de compétences des professionnels. Alors, moi, j'aurais des doutes parce que on aurait pu le penser à la période où là, les infirmiers étaient au centre de tout, félicités et tout, mais
l'ordre travaille notamment sur les infirmières en pratique avancée, hein, qui seraient dans cette logique d'une compétence autre et d'une augmentation du champ des compétences et des possibilités, notamment en soins primaires, comme on sait déjà que l'infirmière, elle sait repérer des choses, elle peut suivre des patients, voilà, le diabète, l'hypertension. Et là, ça allait bien dans ce sens-là. Et puis, on voit bien qu'au niveau du texte, tout d'un coup, hop, là, il y a quand même une chasse gardée médicale qui, quand on en a eu besoin, les infirmiers étaient là avec leurs télésoins, parce qu'elles pouvaient aussi travailler comme ça et faire des téléconsultations, transmettre aux médecins, et ça a très bien fonctionné. Donc, on devrait s'inspirer de cette situation pour pouvoir élargir notre champ de compétences. Et on voit qu'il y a de la résistance quand même. Oui, oui, je comprends ce que tu dis, Françoise. Juste sur cette diapo, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des contrastes très importants d'un endroit à l'autre, d'un territoire à l'autre, parce que la deuxième ligne qui nous dit les médecins ne se déplaçaient plus à domicile, on ne peut pas généraliser. Certains médecins probablement ne se déplaçaient plus à domicile, mais j'en connais un grand nombre qui le faisaient et qui continuaient à le faire. Et la dernière ligne nous indique que les IDE pouvaient continuer à joindre à tout moment les médecins de ville avec qui la pratique était tout à fait harmonieuse. Lorsqu'il s'agit des infirmières en pratique avancée, je les croise, puisque je fais un cours dans ce cursus. Ce sont des professionnels très souvent expérimentés et qui ont toute leur place, me semble-t-il, dans les parcours de soins, sans entrer en concurrence avec qui que ce soit. Et là, j'insiste largement là-dessus. Ils ouvrent de nouvelles portes. Je trouverais tout à fait stérile de ne pas les accompagner dans cette évolution très positive. Voilà. J'en dis pas plus, mais je pense que là, c'est une piste de progrès qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt. Je craignais d'introduire le virus au domicile des patients. C'est un sentiment partagé par 84% des professionnels. Et on en a déjà un petit peu parlé et on va regarder un petit peu les commentaires. Mais de la même façon, et c'est en miroir, les patients craignaient que j'introduise le virus dans leur domicile. C'est un sentiment qui était partagé, mais surtout, et on va peut-être le préciser, au tout début de l'épidémie. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup sur ce virus, mais on en sait un petit peu plus qu'au mois de mars, où on découvrait jour après jour ce virus, ce fameux Covid-19. Oui, alors dans les commentaires, hein, la crainte apparaît dans beaucoup de commentaires qui parlent, certains professionnels parlent de hantise, de stress quotidien, d'insomnie, d'anxiété latente. C'était ma plus grande angoisse, peur omniprésente même à ce jour, hein, la crainte d'introduire le virus au domicile des patients. Les commentaires soulignent aussi que cette crainte était renforcée par le manque ou l'absence de matériel de protection, évidemment, au début de l'épidémie. Et puis, concernant la crainte des patients que les professionnels introduisent le virus à leur domicile, beaucoup de commentaires mettent l'accent sur le sentiment de confiance finalement que les patients éprouvaient vis-à-vis des professionnels qui intervenaient, notamment grâce aux protections sanitaires. Et des commentaires évoquent aussi des situations où des patients ont quand même refusé l'intervention des professionnels à domicile par peur de contamination. Mais effectivement, beaucoup de commentaires parlent du ressenti psychique sur la vie privée, sur le psychisme aussi des professionnels, cette peur de contaminer qui était extrêmement présente chez beaucoup d'entre eux. Comment on a eu des questions aussi entre nous sur l'éthique de chacun. C'est assez marrant. Nous, on s'est retrouvés justement pour ça, être obligés de réorganiser les fonctionnements pour que certains puissent participer aux tournées Covid sans qu'ils reviennent sur le suivi des patients. Donc, je sais que nous, on a fait ça aussi, de faire de la modification pour que ceux qui voulaient faire de l'intérêt collectif puissent le faire sans pour autant mettre en danger les nôtres qui sont quand même assez fragiles. Donc, fallait pas ramener le Covid à la maison. Oui. Bon, là, c'est le pareil, la dernière page qui est une petite synthèse de ce chapitre.
avec l'aggravation, mais on en a discuté, et de l'état de santé physique et psychique des patients. C'est tout à fait unanime. Mauvais vécu du confinement, c'est sans grande surprise. Et ce qui est tout à fait préoccupant, c'est la façon dont le suivi médical a pu être pénalisé. On a vu qu'il y avait des raisons un petit peu différentes, mais au bout du compte, ce suivi médical a été pénalisé avec probablement des pertes de chance pour un certain nombre de patients. Et puis, pas d'augmentation d'une façon significative du nombre de refus de soins, mais pareil, on l'a vu, c'était à nuancer. Alors, en guise de conclusion, parce qu'on arrive là au terme de ce premier webinaire de l'espace éthique, qui veut, en quelques mots, essayer de conclure ce petit séminaire que nous venons d'organiser sur la façon dont les infirmiers et infirmières ont vécu cette pandémie et continuent d'ailleurs, il ne faut pas parler au passé, continuent à la vivre parce qu'on est encore dans un confinement et la pandémie n'est pas terminée. Et puis pour compléter cette question, est-ce que peut-être que vous avez été surprise par un certain nombre de résultats ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui confirmait vos intuitions, votre impression générale sur la situation? Moi, personnellement, je n'ai pas été surprise parce que ça allait dans le sens des retours que nous avions, nous, à l'ordre et du terrain. Moi, en tout cas, ça a mis en avant que, alors là, on parle bien des infirmiers à domicile, qui sont un maillage vraiment très important, hein, vraiment, enfin, qui participent à ce maillage du prendre soin à domicile et qui sont des acteurs essentiels parce que voilà. Et ce que moi, j'aimerais presque qu'il y ait une prochaine enquête similaire pour voir un peu le ressenti avec cette deuxième vague, parce que je pense que ça a énormément mobilisé d'énergie, de compétences. Elles ont montré et vraiment une capacité d'adaptation, d'organiser des filières dédiées Covid. Ça fait jouer la solidarité, un travail d'équipe. Enfin, vraiment, ça a été super, mais ça a été aussi extrêmement, à mon avis, ça a pris énormément d'énergie. Et l'arrivée de la deuxième vague et tout ça, je ne sais pas comment c'est vécu maintenant à domicile. Ce que je peux témoigner, alors je ne veux pas être pessimiste, hein, parce que je pense que le résultat de notre enquête à l'ordre est très contextuel, mais on a fait une enquête en octobre demandant aux infirmiers globalement, donc il ne s'agit pas que des infirmiers à domicile, hein, de se projeter à 5 ans, et 40% n'étaient pas sûrs de rester dans le métier. Et ça, je trouve que c'est important aussi qu'on soit conscient que il faut revaloriser, enfin bon, et puis reconsidérer et réévaluer nos capacités d'autonomie dans notre exercice professionnel. Ah ouais, c'est vraiment ça. Il faut continuer à aller dans le sens de l'évolution des infirmiers et se saisir de tout ce qui existe et tout ce qui pourrait être mis en place pour que ce maillage soit encore plus important, encore plus compétent et encore plus reliant. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que ça a été le sentiment du domicile. Ça a été, on a fait tous beaucoup plus, toujours plus, encore plus, et sans avoir cette impression qu'on arrive à avancer sur de la globalité de profession. Donc, je pense que vraiment, c'est voilà, aller plus sur de la reconnaissance de formation, sur de la reconnaissance financière et pouvoir donner un peu de sens à tout ça et qui ferait que la pénibilité de ce métier pousse moins les gens à l'arrêter. Parce qu'effectivement, toutes les contraintes font que entre le taux de, je sais plus, je crois que ça devait être une trentaine de pourcents qui arrêtent au bout de 5 ans. Là, s'il y a 40% qui se demandent s'ils seront toujours dans quelques années, on perd toute cette expérience et toute cette mémoire infirmière qui est pourtant si importante. Donc, si on pouvait réussir à avancer un peu plus sur ça, je pense que ce serait bien, ce serait vraiment agréable pour la pérennité et puis tout le monde, ce serait profitable à tout le monde. Aurélien, un petit mot de conclusion?
Déjà, un grand merci à nos invités pour leurs commentaires de grande qualité. Un petit mot pour dire que dans les semaines qui arriveront, on mettra les résultats aussi de cette enquête sur le site de l'espace. Et puis, quelques mots aussi pour dire que l'espace de réflexion éthique est là aussi pour accueillir des questionnements, pour accueillir justement tous les professionnels qui seraient face à ces dilemmes. Et on voit qu'il y a eu quand même beaucoup des dilemmes éthiques qui interrogent beaucoup la question de la reconnaissance, mais aussi la place et les limites des rôles de chacun. Donc, juste pour dire que l'espace de réflexion éthique est aussi là pour accompagner ces demandes-là et de pouvoir aider, mettre en place des groupes éthiques, une réflexion collégiale éthique autour de ces questions. Et puis voilà, encore une fois, un grand merci à nos invités pour leurs remarques et leurs commentaires de grande qualité. Merci à vous aussi. Merci à vous. Est-ce que ce serait possible ou pas de faire un deuxième, un bis, comme dit Françoise? Bien sûr. Un bis enquête sur la deuxième? Oui. Tout est possible. Et alors, je m'associe aux remerciements adressés par Aurélien à vous deux parce que vous avez parfaitement accompagné le déroulé de cette présentation des résultats de l'enquête, dont on craignait qu'il puisse être un peu rébarbatif parce que des chiffres, mais vous avez su y mettre de l'humanité et de la pertinence. Donc, un grand merci de nous avoir aidés à dérouler cette présentation. Un grand merci au Conseil de l'Ordre des infirmiers, qui est notre partenaire sur cette initiative, parce qu'il en a toute la légitimité. Et évidemment, on sera là, présent, et pour accompagner éventuellement une deuxième enquête, comme proposait Françoise, et aussi pour accompagner, si c'est un projet qui prend corps, la création d'un groupe éthique au sein du Conseil de l'Ordre pour répondre en partie aux demandes exprimées à travers cette enquête. Donc oui, on est tout à fait disposé à réaliser une deuxième enquête qui pourrait venir enrichir les résultats de cette première enquête. Et comme l'a dit Aurélien, très vite, ces résultats vont être mis à la disposition du plus grand nombre pour que ça serve non pas de fin, mais bien de début à une discussion, à une réflexion, à un retour d'expérience, un partage de réflexions autour de cette pandémie qui n'a pas fini malheureusement de faire parler d'elle. Donc, merci à tous, merci à toutes. Merci. Merci à vous. À très bientôt.